Avant de faire du stand-up, je faisais du rap. Bref. Vraiment. Ouais, j'ai fait du rap pendant 12 ans, les amis. 12 ans, et je crois bien que... Bah, j'ai pas percé, en fait. 12 ans, quoi. Et des fois, je prends du recul, et je me dis... T'imagines si t'avais passé toutes ces années à étudier la médecine au lieu de faire du rap? Je suis presque sûr qu'à l'heure où je vous parle, je serai en train de vous expliquer comment j'ai raté mes études de médecine, tu vois. Mais moi, j'ai fait du rap. C'est encore plus drôle. Vraiment, c'est trop drôle. Et moi, je pense vraiment que si j'ai persévéré pendant aussi longtemps dans le rap, c'est vraiment à cause du manque de sincérité de mon entourage. Vraiment. C'est vraiment ça, quoi. Je vous jure. À chaque fois que je faisais écouter mes sons, les gens ils me disaient « Hey, c'est lourd !» Tu vas percer, hein, c'est sûr. Un jour, il y a un gars, il m'a dit « Hey frère, ma mère, la grosse cougar, si tu perces pas dans le rap, ok ?» Je suis là. Et d'un côté, je me dis, c'est un peu grâce à moi que sa mère, elle se met bien. Il y a des bons côtés à tout. Il y a des bons côtés à tout. Et en vrai, moi, ce qui m'a fait comprendre que j'allais sûrement pas percer dans le rap, c'est le jour où j'ai voulu sortir un clip sur YouTube. Voilà. J'ai payé un réalisateur de clip 500 €. On a fait un clip, on l'a posté sur YouTube et j'ai fait 34 vues. Et le pire dans cette histoire, c'est que moi, ce clip sur YouTube, je l'avais regardé genre 34 fois, quoi. Pas beaucoup. J'étais dépité de ouf, j'étais dépité. Et là, j'ai un pote à moi qui essaie de me donner un conseil. Et il me dit, frère, achète des fausses vues. Tous les grands rappeurs font ça. Plus t'as de vues, plus les gens ils ont envie de regarder ton clip, tu vois. Et moi, je suis tellement désespéré que je vais sur Google et je trouve un site qui me vend des vues. Et j'achète 1000 vues livrées sous 3 jours. J'attends une bonne semaine. Je retourne sur mon clip et je vois marqué 534 vues. Et je me dis, waouh, ils m'ont carotte 500 vues les balles. Ça veut dire que le mec à qui j'ai donné de l'oseille pour mettre 1000 vues sur mon clip, il s'est dit, en vrai, ça vaut pas, ça vaut pas. Et j'étais dégoûté, quoi. J'ai retiré le clip de YouTube, mais j'ai quand même envoyé un mail. J'ai envoyé un mail pour me plaindre, parce que je reste quand même français. Et ces enfoirés, ils m'ont répondu il n'y a pas si longtemps. Ils m'ont répondu il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire que là, en face de vous, vous avez probablement le seul mec au monde qui possède un avoir de 500 vues sur YouTube. Aucun sens. Et pendant longtemps, je savais pas quoi en faire. Je savais pas quoi en faire. Et là, mon plan pour l'instant, c'est que j'essaie de trouver le clip de rap le plus claqué de YouTube. Et je pense que je vais lui offrir mes 500. Je vais lui offrir mes 500 vues. Et dans 12 ans, quand il aura toujours pas percé, je lui écrirai un commentaire et je lui dirai « Frère, achète des fausses vues !» Tous les grands rappeurs font ça. Et en vrai, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret, j'ai de très bons souvenirs du rap. Juste, j'en parle pas trop. J'en parle pas trop. Donc je vous ai dit, ça reste entre nous. Et le truc, c'est que quand je dis aux gens que j'ai fait du rap, les gens ils veulent trop savoir c'était quoi mon blaze. Ils veulent trop savoir c'était quoi mon nom de scène. Et moi, vu que je suis très malin, quand je suis passé du rap au stand-up, j'ai gardé le même nom de scène. Donny London. Et en vrai, si vous êtes des gens bien, vous faites pas de recherche sur internet. Vous n'avez pas l'air d'être des gens bien. Non, parce que Donny, c'est pas mon vrai prénom. C'est pas mon vrai prénom. Donny, c'est un surnom en fait que ma mère m'a donné quand j'étais tout bébé. Voilà, quand j'étais tout bébé. Parce que mon vrai prénom, c'est Neil Landon. Ouais. C'est laotien et ça signifie éternité. Ouais. Ça veut dire que mes parents, ils ont eu plusieurs mois pour me trouver un prénom. Et après avoir mûrement réfléchi, ils ont décidé de me donner un prénom congolais, mais traduit en laotien. Ouais. Éternité, quoi. Et le pire, c'est que mes parents, ils m'ont toujours appelé Donny, quoi. J'ai beau chercher au plus profond de ma mémoire,
Tout le monde m'a toujours appelé Donny. Tout le monde, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins, tout le monde m'a toujours appelé Donny. Moi, j'ai découvert mon vrai prénom, j'avais 3 ans. C'est le jour de ma rentrée en maternelle. Je sais pas comment ça se passait chez vous, mais dans ma maternelle, en fait, ils mettaient tous les enfants au milieu de la cour avec leurs parents, et chaque professeur venait faire l'appel à tour de rôle, et dès que tu entendais ton prénom, ben, t'allais avec la classe. Et moi, ce jour-là, j'ai réagi à aucun des prénoms. Je te jure, j'étais là, comme as. Bon, je crois que j'ai pas été sélectionné. Hein. Tant pis, je retenterai ma chance l'année prochaine. Voilà, tant pis. Et à un moment donné, il y a la directrice de l'école qui vient me voir avec une maîtresse et elle me dit « Salut mon grand, tu t'appelles Milondon ?» Et moi je suis en mode « Quoi ?» Elle me dit « Tu t'appelles Milondon ?» Je lui dis « Non ». Elle me dit « Si ». Je lui dis « Non ». Je regarde ma mère et ma mère elle me dit « Si ». Allez, vas-y. C'est comme ça que j'ai découvert mon prénom, quoi. Ça veut dire que moi, j'ai commencé ma scolarité avec du retard dès le départ, quoi. Alors, galère. Pendant que mes camarades de classe, ils apprenaient à écrire leur prénom. Moi, il fallait d'abord que j'apprenne mon prénom. Dès le matin, j'étais en galère. Je savais pas quand dire présent, quoi. C'était dur, tu vois. Et je me rappelle un peu du sentiment que j'avais à cette époque-là. Je me rappelle que j'allais à l'école avec une boule au ventre. Vraiment, parce que dans ma tête, j'étais persuadé que j'étais en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. J'étais là, en train d'essayer de mettre des ronds dans des carrés, tu vois. Et je me disais, waouh, quand le vrai Milondon il va arriver... il va pas être content, quoi. En plus, si ça se trouve, c'est un Congolais. Il va me casser la figure, c'est sûr. Et je me suis habitué. Et en vrai, j'en veux pas à mes parents. J'en veux pas à mes parents de m'avoir donné un prénom laotien parce que c'est logique. Mes parents, ils viennent du Laos, tu vois. Et mes parents, ils ont quitté le Laos dans les années 80 pour venir en France, tu vois. Ils ont un peu fui la guerre, tout ça, tu vois. Et pour ça, il a fallu qu'ils traversent le Mékong sur une barque. Ils ont atterri dans un camp de réfugiés en Thaïlande pendant 2 ans. Ils ont vécu pendant 2 ans dans ce camp de réfugiés. Et j'ai un de mes grands frères qui est né dans ce camp de réfugiés. Et ils ont réussi à arriver jusqu'en France, tu vois. C'est chaud. Et mes parents, ils ont fait ça pour qu'avec mes frères et sœurs, on ait un bel avenir, tu vois, qu'on fasse de belles études. Et aujourd'hui, je suis comique. Tu imagines la déception de mes parents. Ce genre de jour où j'ai annoncé à ma mère que je quittais mon boulot pour essayer de devenir humoriste, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est... Le pire, c'est que t'es même pas drôle, quoi. Trouve au moins une branche qui te correspond, quoi, tu vois. Et tu vois, ce qui est ouf, en vrai, c'est que mes parents, ils ont vécu 20 ans en France, avec le permis de séjour, voilà, avant d'être français, tu vois. Mais ils se sont vite habitués à la France. Je te jure, quand tu les entends parler et que tu les vois, moi, il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est des gros mythos, quoi. Vraiment. Ouais. Mes parents, ils habitent dans une petite maison en campagne avec un jardin, et ma mère, elle porte des Crocs. Et je te jure, ils ont attendu 20 ans, et une fois qu'ils ont eu la nationalité française, ils ont pris ça comme une consécration, comme un diplôme incroyable. Mais ils sont toujours en mode... un peu sur un siège éjectable, tu vois. Mes parents, ils ont toujours peur qu'un jour, le service d'immigration, il vienne toquer chez eux. Et qu'ils leur disent, on a changé d'avis, voilà. Rentrez dans votre pays, les Shintok. Voilà, ils ont trop peur de ça, tu vois. Et ils ont tellement peur de se faire expulser qu'ils sont limite parano, tu vois. Mes parents, ils se sont toujours tenus à carreau de ouf. Vraiment, mes parents, ils n'ont jamais critiqué la France. Et même moi, j'ai pas le droit de critiquer la France devant eux. Si tu veux que je commence une phrase en disant « Oui, mais en France, c'est vraiment injuste », ils vont me dire « Chut, si t'entends dans les foutus. Ça se trouve, ils ont mis des micros, on sait pas. » Et j'ai l'impression que mon père,
Il veut trop prouver, voilà, à cause de ça, il veut trop prouver que c'est un bon Français. Je te jure, mon père, il est fort à la pétanque. Mon père, il a un fromage préféré. Il a pleuré devant France-Argentine, mon daron. Je veux dire, il n'y a pas plus français que mon père, en vérité. Et moi, je vais être honnête avec vous. Hein. Je pense sincèrement que si mon daron, il avait été blanc, eh bien, ce serait un gros raciste. Voilà, c'est ça que Alors, malheureusement pour lui, tu peux lui mettre un béret sur la tête, une baguette de pain sous le bras. Mon père, il ressemble plus à Jackie Chan que Jacques Chirac. Mais en vrai, il n'est pas raciste, mon père. Je vous dis ça, mais il n'est pas raciste. Mes parents, ils m'ont éduqué, ils m'ont élevé dans le vivre ensemble. Vraiment dans la tolérance de ouf. Moi, j'ai grandi dans des quartiers un peu sensibles de Bordeaux, vraiment. Et j'ai grandi avec tout type de personnes, tu vois, avec des Noirs, des Arabes, des Turcs, des Asiatiques, des Antillais et des Blancs cassos. Voilà, des Blancs cassos. Souvent des Blancs cassos. Vraiment souvent des Blancs cassos. Et mes parents, ils m'ont appris, on est tous des humains, tu vois, on est tous pareils. Et c'est triste à dire, mais mes parents, ils m'ont aussi appris à être tolérant au racisme. Tu vois. Ils ont vite compris que si tu veux rester en France, il faut accepter certaines choses. Bon, il y a une anecdote qui m'a marqué, je devais avoir 12 ans. Mon père, il m'amène avec lui à un tournoi de pétanque. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, il s'appelle Unhuen. Ok. C'est laotien et ça veut littéralement dire chauffe maison. Voilà. En vrai, ça me fume. Ça me fume. En vrai, ça me fume de me dire que mon daron, il s'appelle clairement radiateur. C'est n'importe quoi. En vrai, je pense qu'il y a vraiment des Congolais du côté de mon père. Et le truc, c'est qu'on arrive au tournoi de pétanque, et là, je me rends compte qu'il n'y a personne qui l'appelle Unhuen. Et tout le monde l'appelle Maurice. Truc de ouf, tu vois. Ça veut dire qu'on arrive et il y a un mec qui vient vers mon père et il dit « Salut Maurice, tu vas bien ?» Et mon père, il répond « Ça va très bien, et toi Gilbert, comment tu vas ?» Et là, je lève la tête et je vois Gilbert, c'est mon oncle. Et je me dis « Mais qu'est-ce qui branle, hein? Ils sont sous couverture ou quoi ?» Et là, mon père, il voit que je bug, tu vois, et du coup, il m'explique, tu sais, en fait, ils n'arrivent pas à retenir mon prénom, du coup, ils ont décidé de m'appeler Maurice. Tu vois. Et moi, j'ai 12 ans, je commence à comprendre ce que c'est un peu le raciste, et je dis, c'est un peu raciste quand même, tu vois. Je dis, en vrai, pas trop. Pas trop, parce qu'avant, il m'appelait Chong. Et Maurice, c'est français, donc c'est cool. Je dis, ouais, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu t'appelles pas Maurice. Il me dit, ouais, je sais. Mais toi, tu t'appelles pas Donny. Tu as les bâtards. Ils m'ont formaté dès le départ. Et là, il prend un ton très sérieux, mon père. Et il me dit, tu sais, mon grand, avec ta mère, on a traversé toute la planète pour être ici en France. Tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a 15, 20, 25 personnes qui m'appellent pas par mon prénom que je vais tout gâcher. Tu vois. Et l'important, c'est qu'ils soient tous au courant de la vérité. Et la vérité, c'est que c'est moi le meilleur à la pétanque sur ce ring. Ok? Il a été élu meilleur joueur du tournoi, mon daron. Ça veut dire qu'à la fin du tournoi, il y a un mec qui prend la parole. Et il dit, hé, le trophée du meilleur joueur du tournoi est décerné à Maurice. Et tout le monde est là, Maurice, Maurice. Et moi, je suis là. Mais bien joué, Maurice. Et c'est trop marrant parce que mes parents, ils sont trop fiers d'être français. Vraiment trop, trop fiers. Tu vois. Et moi qui suis né en France, à Périgueux, j'ai toujours été plus fier de mes origines, tu vois. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais un Laotien, tu vois. Jusqu'au jour où je suis allé au Laos et que j'ai bu l'eau du robinet. Et je me suis dit, en vrai, je suis un pur produit du terroir. Alors, et moi, je me sens très laotien, très laotien. Et tu sais, ce qui est bizarre en France avec le fait d'être laotien, c'est que pour la plupart des gens ici, tous les Asiatiques, c'est des Chinois, quoi.
Du coup, nous, les Asiatiques non chinois, des fois, on sait pas trop comment réagir à certaines situations, vraiment. Un jour, je marche dans la rue tranquillement, et il y a un mec derrière moi qui se met à crier « Hé, le chinois !» Et je me suis retourné, quoi. Alors que moi, bah, ça fait longtemps que je connais mes origines, quand même. Mais on dirait que l'espace d'un instant, eh ben, il m'a mis un doute, le bâtard. Je me retourne et je vois un punk à chien. Un SDF avec un gros chien. Du coup, je garde mes distances quand même et je lui dis moi, je suis pas chinois. Je suis laotien, ok? Et là, il m'a répondu eh ben, pourquoi tu te retournes? Ça, c'est pas con comme question. Et là, il continue, il me dit de toute façon, laotien, vietnamien, chinois, c'est pareil parce que vous avez tous la même chose. Et moi, à la base, j'avais pas prévu de donner un cours de géographie à un clochard, tu vois. Du coup, je lui dis ok, d'accord. D'accord, si tu le dis, t'as peut-être raison. Hein. Par contre, ce serait bien que tu mettes une muselière à ton labrador parce que c'est un peu dangereux ce que tu fais. Il y a des enfants, c'est pas tête. Il me répond, mais c'est pas un labrador, c'est un rottweiler. Ça n'a rien à voir. Ok, donc ça vous choque pas plus que ça. Regarde. Bon public de racistes ce soir, génial. Mes préférés. Non, moi j'étais choqué par sa réponse. J'étais choqué. Hein. Je lui dis, ah donc pour toi, par contre, labrador, rottweiler, rien à voir quoi. Rien du tout, du tout. T'es sûr de toi? Eh bien pourtant ça a le même goût, tu vois. Non, si ça peut vous rassurer, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a pas du tout le même goût. Et je vois que ça l'énerve. Ça l'énerve, il commence à être un peu virulent, il veut en venir aux mains avec moi. Et sur le coup, je panique un peu. Je panique un peu, mais je vois un petit détail qui me rassure. Et je me dis, si on se bagarre, je vais sûrement gagner la bagarre. Parce qu'il avait une pancarte avec écrit dessus j'ai faim. Alors que moi, ça allait, tu vois. Je pense que ma barre d'énergie était beaucoup plus remplie que la sienne, je vous dis la vérité. Mais bon, au final, on s'est pas battu. On s'est pas battu pour la simple et bonne raison que je suis une petite fiotte en fait, tu vois. Mais... Parce que moi, j'aime bien m'embrouiller. J'aime bien m'embrouiller, mais j'arrive toujours à éviter la bagarre avec dignité, tu vois. Parce que moi, mon plan, en cas d'embrouille, c'est que j'essaie de rentrer dans la tête du mec. Pour qu'il se mette à penser que moi, je maîtrise le kung-fu, quoi. C'est ça mon plan, tu vois. Ça veut dire qu'on s'embrouille, à un moment donné, je laisse un blanc et je fais ça. Maître Chifou m'a interdit de me battre, ok? Et ça désamorce 80% des embrouilles, je vous dis la vérité. Et en vrai, même si malgré ça, il a toujours envie de se battre, ce qui se passe, c'est que je me fais casser la gueule. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais je me fais casser la gueule avec dignité, tu vois. Je suis vraiment là en mode... Toi, t'as vraiment de la chance que Maître Chiffon m'a interdit de me battre. Toujours. Avec du recul, je me dis heureusement c'est pas battu. Heureusement c'est pas battu parce que je me suis dit ça se fait pas de se battre avec un SDF dans la rue, tu vois. Ça se fait pas. Déjà d'une, tu te bats pas avec quelqu'un alors que t'es chez lui, quoi. C'est très bizarre. Ça se fait pas. Et de deux, je me dis, imagine, tu te bagarres contre un SDF et tout, même si tu gagnes la bagarre, imagine pendant la bagarre, le SDF, il te mord. Ça se trouve, 2 jours plus tard, c'est toi tu te transformes en SDF, tu vois, tu sais pas. On n'est pas assez informé sur le monde des SDF, tu vois, ça se trouve 2 jours plus tard, tu te sens un peu bizarre, tu vois, tu es en mode... Oh, je sais pas ce que je dis. Waouh. Putain, je boirais bien 8-6, moi. Oh, qu'est-ce qui m'a fait? C'est pas... On sait pas, on n'est pas assez informé sur le monde des SDF. Moi, je me pose toujours la même question, je me demande, est-ce que chez les SDF, le nombre de chiens, ça signifie leur grade en tant que SDF? Est-ce qu'un SDF qui n'a pas de chien, c'est juste un débutant? Tu vois, c'est ça? Est-ce que le boss des SDF, c'est un mec dans un caddie, avec genre 8 chiens qui tirent le caddie, tu vois?
un sorte de père clochard, tu vois, tu sais pas, on sait pas. Moi, je me suis toujours demandé, tu vois. Est-ce qu'ils font des cérémonies de remise de chiens? T'imagines un jour, tu vas dans un parc, tu vois 30 SDF comme ça, et il y a le père clochard qui prend la parole, et il dit, hey, ce soir les amis, on est tous réunis pour Jeannot. Jeannot, ça fait 3 ans que t'es dans la boîte maintenant. T'as bien mérité ton 2e chien. Faites du bruit pour Jeannot, s'il vous plaît. C'est pas... Ah, il faut vraiment du bruit pour Jeannot, ok. Ok, il y a des SDF dans la salle. Non, c'est pas, tu vois. Et moi, en vrai, je vais vous dire la vérité, j'ai trop peur de finir SDF. C'est une de mes plus grosses peurs, vraiment. Parce que je sais que si un jour, je deviens SDF, j'aurai pas d'amis SDF. C'est sûr, tu vois. C'est sûr, il y aurait des rumeurs sur mon dos, tu vois. C'est sûr, ils seront là, hey, traîne pas avec Donnie. Traîne pas avec Donnie. À ce qui paraît, il mange des chiens. Vas-y, Jeannot, il va manger toutes tes récompenses, tu vas moins faire le mal, ok? C'est sûr. On sait pas. Et du coup, moi, ce que je fais pour ne pas être SDF, j'investis mon argent dans une société, voilà, qui va m'apporter très gros à un moment donné. Je sais pas si vous connaissez la Française des Jeux. Moi, j'ai investi dans l'euro-million, les amis, hein, et je sais que je vais gagner. Moi, je fais partie des gens qui ont déjà une liste de personnes à qui ils vont plus ou moins donner d'argent quand ils vont gagner, ok? Et en vrai, c'est pas vraiment une liste, c'est plus un classement. Parce que tous les jours, ils changent, quoi. Tous les jours. Ouais. Un jour, je m'embrouille avec ma sœur et à un moment donné, je suis tellement vexé, j'ai plus d'arguments. Et je lui sors, mais tu sais quoi? T'étais 3e. Tu passes 6e. Et je dis qu'elle allait avoir la rage, elle m'a juste dit, de quoi tu parles? Je lui dis, t'inquiète pas, tu comprendras plus tard. T'inquiète pas. Et tu vois, je me suis rendu compte, au fil du temps, que ce qui compte, c'est pas combien je vais donner. Ce qui compte, c'est quel pourcentage je vais donner. Vraiment, un jour, je joue à l'euro-million, il y a 200 millions à gagner. Et je suis avec un pote, je lui dis, frérot, tu viens de faire un crédit de 300 000 € sur 25 ans pour ta maison. Si je gagne, je te paye ta maison. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est tout? Je dis, mais pour l'instant, frérot, la seule chose que je peux t'offrir, c'est 500 vues sur YouTube. Il m'a dit, mais sur 200 millions, tu peux me donner au moins 1 million, tu vois. Et je lui ai dit, je vois pas pourquoi je te donnerais 1 million, alors que t'es même pas dans le top 10 de mon classement, non. Il m'a dit, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit, t'inquiète pas, tu comprendras plus tard. Et il m'a fait la gueule, quoi. Il m'a fait la gueule pendant plusieurs jours à cause de ça. Et au bout de 4-5 jours, il se décide à m'écrire. Et il me dit, je vous cite, c'est bon, je prends les 300 000. Du coup, je lui dois 300 000 €. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, moi, je suis sûr que je vais gagner à l'euro-million. Je suis sûr, tellement qu'avec ma femme, on vit à découvert incroyable. Vraiment. Mais en mode détente. Tu vois, en mode vraiment détendu. Les banquiers nous appellent, on leur dit, vous inquiétez pas, vous comprendrez plus tard. Ça va très bien se passer. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes sûrement en train de vous dire, donc ça veut dire ce mec-là, là, il a une femme. Ouais. Et j'avoue, même moi, je trouve que c'est chaud. Et le pire, c'est que ma femme, elle est très jolie, très belle, trop belle pour moi. Ma femme, c'est une franco-viette, une eurasienne, elle est trop jolie pour moi, et je suis conscient de ça, tu vois. Je te jure. Pour vous dire, des fois, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur. J'ai envie de lui dire, entre quatre yeux, pars. Pars loin de moi et te retourne jamais, quoi. Je pense que j'ai un pouvoir que je ne contrôle pas. Je suis clairement en train de t'arnaquer. Et en vrai, j'ai hâte de gagner à l'euro-million pour qu'elle ait au moins une bonne raison d'être avec moi. Je vous dis la vérité, je te jure. Pour vous dire, un jour, je fais un post sur Instagram pour nos 2 ans de mariage, et je la mentionne dans le post. Et il y a des humoristes assez connus qui ont fait une demande d'ajout sur Instagram. Et ces humoristes-là,
il me suivait même pas, quoi. C'est grave. Et le pire, qui est très drôle, c'est que c'est elle qui m'a demandé en mariage. Vous croyez pas? Bah vraiment, elle a fait ça le soir de Noël. Petit repas en famille chez ma sœur de Noël, au calme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ma famille, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien, mais on fête quand même Noël, voilà, pour faire plaisir à Maurice. Et, le repas se passe bien. Le repas se passe bien, petit canard laqué de Noël, au calme, tu vois. Et au moment de distribuer les cadeaux, elle a décidé de me faire sa demande, tu vois. Et le truc, c'est que moi, je m'y attendais vraiment pas du tout. Voilà. Pour vous dire, moi, cette année-là, j'avais commandé le dernier FIFA. Voilà. Et à part ça, n'a rien à voir. Et le truc, c'est que tout le monde était au courant qu'elle allait me faire sa demande, sauf moi. Et ça, en vrai, ça ressemble plus à un guet-apens qu'à une demande en mariage, tu vois. Et le truc, c'est que moi, je suis un peu con. Quand j'ai vu poser son genou au sol, je me suis dit, peut-être elle a mis FIFA sous la table basse. Et pour rigoler, je lui ai dit, tu fais quoi? Tu vas me demander en mariage, quoi. Quand j'ai vu que personne rigolait à ma blague, j'ai compris, quoi. J'ai compris. Elle me fait sa demande en mariage. Et ça va à 2000 dans ma tête. Et moi, la première chose que je pense, c'est mon père. Parce que je sais qu'il est très traditionnel pour ce genre de truc. Et je me dis, en vrai, combien mon taon il lui a demandé pour la dot, quoi. Et honnêtement, je pense pas beaucoup. Voilà. Ça devait être une négociation de vide-grenier, quoi, le truc, vraiment. Ouais, il a dû lui dire, si t'as 50 balles, je te le laisse, en vrai. À maison. Et au fond de mon cœur, je me suis dit, peut-être mon daron lui a demandé le dernier FIFA. Il va me l'offrir pour Noël, tu vois. Et même pas, tu vois. Et là, évidemment, j'ai accepté sa demande en mariage. Voilà, la preuve. Ouais. Premièrement, parce que c'est pas du tout mon genre de gâcher l'esprit de Noël. Et deuxièmement, je suis persuadé que si j'avais dit non, ma mère, elle m'en aurait voulu toute ma vie. Voilà. Parce que je suis presque sûr que ma mère, elle préfère ma femme à moi. Je te jure. J'ai déjà entendu dire des trucs du genre, tu sais que si un jour vous êtes amené à divorcer, c'est elle qui aura la garde de moi. Si je veux garder ma mère, il faut que je garde ma femme. Et ça fait 5 ans qu'on est mariés. Ça fait 5 ans qu'on est mariés et ça se passe bien. Ça se passe bien parce que je pense avoir trouvé le secret ultime pour faire en sorte que mon couple dure. Je vous donne le secret, voilà. Le truc, c'est que moi, dans mon couple, je suis fidèle. Et en vrai, ça aide de ouf. Ça aide de ouf. Après, je vais pas vous mentir, j'ai reçu 0 proposition. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Après, la fidélité, c'est assez subjectif. C'est assez subjectif. Tout le monde n'accepte pas les mêmes choses dans un couple, tu vois. Par exemple, pour ma femme, si je regarde du porno, c'est tromper. Voilà. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que finalement, je la trompe assez régulièrement. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et moi, je sais que ma femme, elle est fidèle. Voilà, je sais que ma femme, elle est fidèle. Je vous dis ça parce que c'est elle qui me l'a dit. Voilà. Et je la crois. Un jour, on se baladait en centre-ville et on a croisé un très beau mec. Musclé, bien habillé, tout ça. Et par curiosité, je lui ai demandé, tu serais capable de me tromper avec ce genre de mec, hein? Elle m'a dit non. Et j'ai accepté sa réponse. Alors, le problème, c'est qu'ensuite, elle a rajouté, tu me connais bien, Tony. Tu sais très bien que moi, les beaux mecs, c'est pas mon délire. J'aurais préféré qu'elle me trompe, je vous dis la vérité. C'est dur. En vrai, j'ai peur qu'elle me trompe. J'ai peur qu'elle me trompe parce que dans mon cerveau d'homme, je me suis inventé un scénario qui me fait peur. Voilà. Je me dis que si ce scénario, il arrive dans la vraie vie, je vais être totalement perdu. Vraiment totalement perdu. J'ai peur que ma femme, elle vienne me voir et qu'elle me dise, voilà, Donny, j'ai couché avec un autre homme et il avait une teub beaucoup plus petite que la tienne. Je serais déçu. Mais je serais quand même content, quoi. Il y a quand même une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, tu vois.
Tu vois, je suis vraiment en mode, tu m'as vraiment trompé, quoi. Elle était vraiment beaucoup plus petite, Satan, de voiture. Et moi, je me connais, je sais que je la laisserai revenir. Je lui pardonnerai tout ça, mais je me connais aussi. Je sais qu'à la moindre embrouille, je lui sortirai des trucs du genre, ah ouais? Eh ben, tu sais quoi, si t'es pas contente, t'as qu'à retourner voir l'autre mec, là. Avec sa petite bite, là. Voilà. Va le voir, lui. Parce que nous, les hommes, on est un peu des gogoles. On est un peu des gogoles avec nos tubs. Vraiment, des gros gogoles. Je vous dis la vérité. Je pense que c'est très masculin d'être jaloux du sexe de quelqu'un d'autre, quoi. Que les hommes pourraient être jaloux du sexe de quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment, je pense pas que dans les vestiaires des femmes, elles sont là en mode wow. Putain, mais Géraldine a vraiment une grosse chatte. J'aimerais tellement avoir la même chatte que Géraldine, putain. Wow. Tu vois, que les hommes pour faire ça. Que les hommes. Moi, je suis persuadé que si demain, on apprend que Jeff Bezos, il est un tout petit gay, peu importe notre situation financière, on serait capable de le prendre de haut, quoi. Vraiment. Vraiment, là, ouais, je suis pauvre, mais... J'ai une plus grosse tête que Jeff Bezos, moi, ok? Alors que techniquement, s'il veut Jeff Bezos, il peut racheter toutes nos teufs, quoi. Vraiment. Il le fait pas parce qu'il est sympa. Très sympa, Jeff Bezos. Il livre en moins de 24 heures et tout ça, il est trop sympa. Et moi, en vrai, il faut que je vous avoue un truc. Depuis que je suis marié, ça fait 5 ans que je suis marié, j'ai vraiment accepté de cohabiter avec ma teub. Vraiment. C'est bizarre à dire, Mais je vous dis ça dans le sens où moi, je suis quelqu'un de très pudique. Très, très pudique. Pour vous dire, quand j'étais célibataire et que je côtoyais une fille, j'appréhendais vraiment le moment où elle allait devoir rencontrer ma teub, tu vois. J'étais vraiment stressé de ouf, tu vois. Après, j'étais quand même conscient qu'avec toutes les légendes qu'il y a sur les mecs comme moi, elle pouvait avoir qu'une bonne surprise, quoi. Moi, le maximum que j'ai eu, c'est... Mais ça va, en fait. Elle est normale, tu vois. Moi, je suis très pudique, Pour vous dire, j'ai couché avec très peu de filles, vraiment à cause de ma pudeur. Moi, je pense que sur cette planète, il y a maximum 10 personnes qui m'ont vu tout nu depuis que je suis adulte. Voilà, 10 personnes, et ça, corps médical inclus, quoi. Vraiment. C'est pas beaucoup, quoi. Mais ça me va parce que je suis pudique, tu vois. Moi, j'ai une fille qui a 6 ans. Elle a 6 ans, et je refuse qu'elle me voie nue. Voilà, je refuse qu'elle me voie nue. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se baladent nus devant leurs enfants et tout, et en vrai, je juge pas. Je juge pas. Vous faites ce que vous voulez, les blancs. Mais moi, je peux pas faire ça. L'amour, le mariage, pour que ça dure, c'est pas que l'amour, c'est pas que le sexe, c'est aussi du soutien. Voilà, c'est du soutien. Par exemple, moi, je me suis lancé dans le stand-up. Elle a un vrai travail, tu vois. Et elle me soutient dans mon truc, alors qu'en vrai, elle me trouve même pas drôle. Ça veut dire que là, vous avez tous payé, vous rigolez, elle est pas dans votre délire. Je vous dis la vérité. Ouais. Et moi, je l'ai soutenue il y a quelques années dans un projet assez particulier. Voilà. Ma femme, elle s'est convertie à l'islam. Du coup, je l'ai signalé à BFM. Je me suis dit, à tout moment, ça buzz, je vais percer grâce à ça. Voilà, tu vois. Et le truc, c'est qu'on n'en a jamais réellement parlé, tu vois. Je l'ai vu venir petit à petit. Voilà, elle a commencé par arrêter de manger du porc. Après, elle s'est mise à faire le ramadan. Après, elle s'est circoncis le pénis. Non, elle est devenue fan de Diams, tu vois. Normal, cursus. Normal, tu vois. Et en vrai, moi, ce que je respecte, c'est qu'elle n'a pas été influencée du tout dans son choix, tu vois. C'est juste qu'un jour, par curiosité, elle s'est mise à lire le Coran. Elle était tellement convaincue par ce qu'elle a lu qu'elle s'est convertie, tu vois. Et je trouve ça fort. C'est là que je me suis rendu compte de la puissance de ce livre, en vrai. Parce que juste avant, elle avait lu 50 nuances de gris. Et j'ai vu aucun changement dans son comportement. Et en vrai, ça n'a rien changé à nos vies. Ça n'a rien changé à nos vies. C'est juste, les raclettes, elles sont un peu techniques. Maintenant, voilà. Et ça n'a rien changé. Hein. Ça n'a rien changé. Juste des fois, j'ai l'impression. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression
Elle essaie de me recruter, quoi. Mais bon, déjà, tu sais, c'est bien chez nous, alors. Il fait bon vivre chez nous, tu vois. Crois pas ce que disent les autres, tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Et en vrai, je pourrais très bien me convertir. Je pourrais très bien me convertir parce que moi, je crois en Dieu, mais j'ai pas choisi encore d'école, ok? Vraiment, et je pourrais me convertir parce que je coche déjà certaines choses. Voilà, moi je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue, j'ai une barbe. Fin des arguments, en vérité. Et moi, quand je vous ai dit, je crois en Dieu, mais j'ai pas choisi d'école. Voilà. Moi, je pioche un peu à gauche et à droite dans toutes les religions, dans ce qui m'arrange, tu vois. Moi, je sais qu'il y a une partie de moi, par exemple, qui est un peu témoin de Jéhovah, tu vois. Déjà parce que j'aime trop raconter ma vie à des gens que je connais pas. Et en plus, moi, j'aime pas du tout aller dans les trucs hospitaliers, les trucs médicaux et tout ça. J'ai pas du tout confiance. J'aime pas aller à l'hôpital, par exemple. Pour vous dire, un jour, j'ai failli mourir à cause de ça. Vraiment failli mourir. Et si ça peut vous rassurer, je suis vivant. Voilà, je suis vivant. C'est pas prévu, mais je vais vous raconter. Un matin, je me réveille et j'ai une chiasse noire. Et je me dis, c'est un peu chelou, quoi. Du coup, comme toute personne qui a des symptômes bizarres, ce que je fais, Google. Et je tape caca noir. Et je tombe sur un truc où ils expliquent et disent, quand les selles sont noires, c'est probablement du sang, causé par un ulcère, une hémorragie interne, tu vois. Et pour savoir ce qui se passe, il faut aller à l'hôpital et subir une coloscopie. Tu vois. Et là, je suis en mode, en vrai, ça va. Hein. Je vais prendre un space-fond, un smecta, ça va passer, tu vois. Et la journée passe et je retourne aux toilettes et il se passe le même phénomène, sauf que je commence à avoir la tête qui tourne, tu vois. Et là, j'ai ma conscience qui me dit, frérot, t'as la tête qui tourne, peut-être tu perds vraiment du sang. Hein. Et là, j'ai ma fierté qui débarque et dit, frérot, ça va. Tu sais pourquoi ça va? Parce que ton cul, c'est pas une télé-réalité, ok? On finit quand même par appeler les pompiers. Voilà, les pompiers viennent me chercher, ils m'amènent aux urgences. Ils me font des tests et tout. Et à un moment donné, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit, voilà monsieur, vous passez au bloc dans 30 minutes. Signez ce papier. Moi, je suis en mode, en quoi consiste l'opération? Et là, elle me dit, on va vous insérer une caméra. Et dès qu'on trouvera la plaie ou l'ulcère, on cautérisera tout ça et vous irez plus. Moi, je suis en mode, vous allez passer par où? Et elle me dit, on va passer par la bouche. Et là, je dis, ok, pas de problème. Et là, il y a un infirmier qui arrive et qui dit, par contre, si on trouve rien en passant par en haut, il est possible qu'on passe par en bas. Et l'autre infirmier me dit, t'es sûr comme ça, sans préparation? Et moi, je suis en mode, quoi? De quelle préparation tu parles? Et là, je dis, en vrai, j'ai pas envie de signer, hein. Et il a dit une seule phrase pour me rassurer, il m'a dit, monsieur, vous inquiétez pas, vous serez sous anesthésie générale, vous serez en train de dormir, vous ne sentirez rien. Et là, je dis, ok, d'accord. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un mec plutôt facile, quoi. Voilà. Wow. Ça veut dire que moi, tant que je dors, tu peux me mettre un caméscope dans le huc. Pas de problème. Et là, ça va trop vite, ils me filent une robe de chambre, et moi, je suis un peu perdu, et je leur dis, est-ce qu'il faut que je garde mon caleçon ou pas? Et là, elle me dit, gardez-le. Parce que dans tous les cas, s'ils ont besoin de passer par en bas, ils l'enlèveront eux-mêmes. Moi, je suis là. Ils sont vraiment chelous, chirurgiens. Là, je me retrouve avec un masque, je m'endors, tout se passe bien, je me réveille, je suis dans les vapes de ouf, j'ai encore le masque, et je vois une infirmière à côté de moi qui essaie de me rassurer. Et qui me dit, vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Vous avez dormi comme un bébé, on a trouvé la plaie, on l'a cautérisée, vous allez très bien. Et moi, en vrai, on fout de ça. Je réunis toutes mes forces, j'enlève mon masque et je lui dis, par en haut ou par en bas? Et en vrai, c'est pas vos oignons. Voilà, c'est pas vos oignons. Pas du tout vos oignons. Non, moi, j'aime pas aller voir le médecin. Vraiment, moi, je suis le genre de mec,
Quand je suis malade, je suis un vrai bonhomme. Voilà. Je ne vais pas voir le médecin, j'attends que ça passe. Et quand ça passe pas, je fais comme tous les vrais bonhommes. Ce que je fais, c'est que j'appelle ma mère. Quoi. Et en général, elle me dit à quel endroit je dois mettre du baume du tigre et c'est réglé. Quoi. Très simple. Ça fonctionne de ouf. Parce que moi j'appelle souvent mes parents, j'appelle souvent ma mère pour lui demander des conseils. Des conseils sur tout et n'importe quoi, de cuisine, de papier, tout ça, parce que ma mère elle s'est toujours débrouillée toute seule avec mon père, tu vois. Et il y a juste un sujet où je peux pas lui demander trop de conseils, c'est sur l'éducation des enfants. Parce que moi, ma mère, elle nous a éduqués à une autre époque. Quand on faisait des conneries, elle nous frappait, quoi. Ouais, mais c'était une autre époque, tu vois. Moi, à mon époque, je vais vous dire la vérité, j'avais un prof de CM2, il nous mettait des calottes derrière la tête, tu vois. Et genre, c'était normal. Et il s'appelait Monsieur Vigilant. Voilà. Et j'espère qu'il est mort aujourd'hui. Non, en vrai, ça se fait pas de sauter la mort de quelqu'un. Mais il était déjà vieux à l'époque, je pense qu'il est mort. Non, je peux pas lui demander des conseils, tu vois. Ma mère, avec ma mère, j'ai mis du temps à comprendre un truc avec ma mère, c'est qu'elle détestait nous entendre pleurer. Vraiment. Elle détestait qu'on pleurniche, tu vois. Du coup, quand on faisait une grosse connerie, elle nous frappait. Et du coup, nous, on pleurait parce qu'elle nous frappait. Et après, elle nous frappait parce qu'on pleurait. C'était sans fin, quoi. C'est là que j'ai appris à retenir mes larmes, tu vois. Depuis, je pleure plus. Je vous dis la vérité, c'est grâce à ma mère, tu vois. C'est grâce à ma mère. Et maintenant que j'ai des enfants, je la comprends. Je lui ai dit, alors, je dis, maman, maintenant que j'ai des enfants, je comprends pourquoi tu nous tapais. Parce que tes petits-enfants, là, des fois, j'ai envie de les monter en l'air. Voilà, Et là, elle a pris un ton très sérieux. Très sérieux. Elle m'a parlé en laotien. Voilà, du coup, je vais vous traduire mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu sais, éternité. C'est vraiment pas bien de taper les enfants. Moi, je suis en mode, quoi? Mais tu te rappelles quand j'étais en CM2 que tu m'as balayé devant l'école? Tous mes copains, ils t'ont appelé Chun-Li, après ça. Elle a dit, ouais, t'étais en CM2, mais tu pesais 75 kilos, mon enfant. Physiquement, t'étais pas un enfant. Toujours des bonnes punchlines. Et maintenant que j'ai des enfants, je comprends de ouf. Mais je peux pas les taper. Et le pire, c'est que moi, à la base, je voulais pas tellement d'enfants. Je veux pas d'enfants. Mais avec ma femme, on a eu 3 enfants en 4 ans. Là, j'ai envie de dire à Macron, envoie une prime. Envoie une prime. Tu veux qu'on repeuple? J'ai déjà fait. Voilà, Et en vrai, c'est marrant. En vrai, tu sais ce qui est marrant quand tu vis avec une femme enceinte pendant quasiment 4 ans, du coup, c'est que petit à petit, tu te transformes un peu en auxiliaire de vie, quoi. Vraiment. Bon, au début, elle a commencé par me demander de lui faire ses lacets. Je dis ok, pas de problème. Après, elle m'a demandé de lui mettre du vernis sur les ongles des pieds. Je dis ok, pas de problème. Après, elle m'a demandé de lui raser le maillot. Est-ce que j'ai la gueule d'une esthéticienne? Je passe. Au final, je l'ai fait. Et je me suis appliqué de ouf. En vrai. Parce qu'avec du recul, je me suis dit en vrai, elle te demande ça, mais c'est un peu pour toi que tu le fais aussi. Tu vois, c'est comme si tu préparais un gâteau que tu allais manger plus tard. Désolé pour l'image. Non, après, chacun ses goûts. Moi, je trouve que c'est toujours plus sympa de manger un gâteau bien présenté, bien décoré, que de manger un gâteau avec plein de poils de chat dessus, tu vois. Chacun son délire. Et en vrai, tu sais ce qui est marrant, c'est que quand je dis aux gens que j'ai eu 3 enfants en 4 ans, les gens ils ont tendance à penser qu'avec ma femme, on n'arrête pas de le faire. Et en vrai, non. Je pense j'ai juste un bon ratio, quoi. Honnêtement, j'ai un taux de réussite assez élevé, voilà. Je pense ma teub, c'est Olivier Giroud. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas souvent sur le terrain. Elle n'est pas très technique. Mais de temps en temps, voilà. Elle met des grosses frappes pleines lucarne. Voilà, c'est ça qui se passe. Parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis en couple.
Ça fait plus de 10 ans. Et quand ça fait longtemps que tu es en couple, des fois, il y a des longues périodes où il se passe rien en termes de sexe, tu vois. Mais pas parce que tu n'as plus envie de l'autre. Juste, tu es tellement occupé que tu n'y penses plus, tu vois. Et un soir, tu te retrouves devant l'amour est en prêt. Et tu vois 2 paysans en train de se rouler une pelle, genre. Et t'es là, waouh! Mais ça date le sexe en vrai, non? C'est en train de m'exciter ces campagnards. Mais je le reconnais, lui, il a bloqué la rocade il y a 3 semaines, c'est pas grave. Wow. Et moi, quand ça m'arrive, je le signale à ma femme. Je lui dis, bébé, je trouve pas que ça fait longtemps qu'on n'a rien fait et tout. Et à chaque fois, elle me répond, j'avoue. Et fin de la conversation. On va pas plus loin que ça en vrai. Qu'en vrai, plus tu prends de l'âge, plus les excuses pour pas faire l'amour, elles sont nulles de ouf, tu vois. Au moindre obstacle, t'annules l'activité. En vrai, vraiment. Ouais. L'autre soir, on commence à chauffer. Des petits bisous, des petits câlins. Au final, on n'a rien fait du tout. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'était déjà douché avant. Tous ceux qui l'ont vécu, ils ont commencé à applaudir carrément. En vrai, flemme de reprendre une douche, tu vois. Tu vois, c'est un peu une abstinence écologique. Voilà. Économise l'eau, c'est très bien. Et ça se passe bien. Moi, j'ai eu 3 enfants en 4 ans et j'ai vraiment eu la chance d'être présent pour les 3 accouchements. Vraiment, j'ai eu cette chance. Et il y a un accouchement qui m'a marqué un peu plus que les autres, c'est le 2e. Parce que ma femme, elle avait décidé d'accoucher sans péridurale. Ok? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'anesthésie pour l'accouchement. En gros, ils te plantent une épée d'escrime au bas du dos. Et je crois, ils t'injectent du shit. Voilà, je n'ai pas fait médecine. Et du coup, ma femme, elle voulait pas ça. Elle voulait pas ça. Et pendant toute la grossesse, on allait suivre des cours toutes les 2 semaines auprès de sage-femme pour nous préparer à cet accouchement sans péridurale. Tu vois, c'était hyper intéressant. Et le jour J, on était prêts. On arrive à la maternité. La sage-femme, elle a demandé à ma femme, vous voulez une péridurale? Ma femme, elle m'a regardé. Elle a bombé le torse. Elle a dit oui. Je lui ai dit, mais bébé, on est prêt, non? Elle m'a dit, toi, t'es prêt, mon frère. Commence à effriter le shit. J'arrive. Et en vrai, c'est son choix. Moi, j'ai rien à dire sur son choix. Moi, ce qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est que la gynéco qui avait suivi ma femme pendant toute la grossesse et qui était censée l'accoucher, n'était pas dispo à ce moment-là, et il nous envoyait un remplaçant. Et sa manière de rentrer dans l'affaire m'a un peu dérangé. Il faut dire la vérité. Il est rentré dans la pièce avec sa tenue, il a juste dit bonjour. Je suis le remplaçant de Madame Burgo. Voyons voir ce col. Et moi je vois ça. Et je me dis, mais d'où sort ce fils de pute? Ça se trouve, il travaille même pas ici, ça. Montre-moi un badge, un diplôme, tu vois. Montre-moi au moins une carte de cantine prouvant que tu travailles ici. Le mec, il débarque dans des pièces, il met ses doigts dans la femme des gens, non, là, voilà. Et en vrai, ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire, c'est qu'il a mis ses doigts dans un vagin que j'avais moi-même rasé, tu vois. C'est la dernière fois que tu mets tes doigts dans ce gâteau, espèce d'enfoiré. Et c'est même pas le pire qu'il ait fait à ma femme. C'est même pas le pire. Et ensuite, il a fait à ma femme une épisiotomie. Là, il y a toutes les femmes qui ont fait. Et il y a tous les gars qui sont en mode. Du coup, je vais vous expliquer. Comment vous expliquer ça? Il va falloir me suivre sur ça. Imaginons, t'as un paquet de chips. Ok? Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? T'as un paquet de chips, il n'est pas ouvert en bas, ok? Il est juste entre-ouvert, histoire de mettre 2-3 doigts dans le paquet de chips. Okay? Tu mets 2-3 doigts dans le paquet de chips, tu chopes une chips et tu te dis, waouh! Elle a vraiment une grosse tête cette chips. J'aimerais bien la sortir du paquet sans casser la chips. Du coup, tu prends une paire de ciseaux et tu ouvres le paquet de chips. Et moi j'ai vu ça et je lui dis par contre frérot, tu me refermes ce paquet de chips. Je risque d'en avoir besoin. Mais bon, j'en veux pas parce que mon fils il est né en bonne santé.
Et quand mon fils est né, mon premier fils, mon deuxième enfant, je suis devenu père au foyer. Voilà, je suis devenu père au foyer. On a décidé ça ensemble avec ma femme, c'est très simple. Voilà. Parce qu'elle, à cette époque-là, elle aimait bien son boulot. Et moi, j'avais pas de boulot. Choix très simple. Et c'est ouf, tu vois. Et des fois, je prends du recul. Et je me dis, en vrai, peut-être, Donny, t'es pas assez mature pour être le père de 3 enfants. Et après, je me dis, peut-être c'est un peu trop tard pour y penser. Peut-être un peu. Je suis vraiment pas assez mature. Bon, mes 2 derniers enfants, c'est des garçons. Ils ont 4 et 3 ans. Et ils passent leur journée à se bagarrer. Tous les jours, ils se bagarrent entre eux. Et moi, évidemment, je les sépare. Tu vois. Mais en vrai, je veux un vainqueur. Tu vois, ça veut dire qu'aux yeux des gens, je suis juste un bon père de famille qui sépare ses garçons. Au fond de mon cœur, il y a un arbitre de MMA hyper frustré. Tu vois. Je me dis, lâche ton frère. Ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est... Ça, c'est une très jolie clé de bras, ça. Et le truc, c'est que j'essaie de leur expliquer d'arrêter de se battre. J'essaie de leur expliquer, mais mon seul argument que j'ai à leur dire, c'est arrêtez de vous battre, vous êtes des frères. Et eux, ils en ont rien à foutre. Vous n'avez aucune notion de la famille, tu vois. Ils ont 3 et 4 ans. Pour eux, l'autre, c'est juste un mec qui est tous les jours chez lui, quoi. En plus, ils dorment dans la même chambre, tu vois. Pour eux, ils sont juste co-détenus, en fait. Tu vois, tu m'étonnes qu'ils soient énervés tout le temps, tu vois. Ils se réveillent le matin, ils sont en mode... Il est encore là, lui. Un jour, il y en a un, il va craquer, il va me dire... Mais d'où sort ce fils de pute, tu vois. Il travaille ici ou quoi, tu vois. Et tu vois, avant d'avoir des enfants, on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu verras quand tu seras papa, chez les enfants, les filles, c'est beaucoup plus intelligent que les garçons. Et j'y croyais pas, et maintenant, j'y crois. Maintenant, j'y crois. Parce que mes garçons, c'est un peu des gogoles, quoi. Je te jure. Des fois, ma vie, c'est un épisode de Malcolm. Je vous dis la vérité. Ah ouais. Le plus grand, il nous a fait un truc l'année dernière, il rentrait en maternelle, et avant la kermesse, la maîtresse, elle leur a appris une chorégraphie pour faire pendant la kermesse. Et pendant 1 mois, tous les soirs, il me demandait de mettre la chanson sur YouTube, et il me faisait la chorégraphie au milieu du sein. Tu vois, ça courait partout, ça faisait des farandoles tout seul et tout. Et moi, j'étais en mode, il est pas si con, le con, ouais. Il a retenu la choré, quoi. J'ai hâte d'être le jour de la kermesse. On arrive le jour de la kermesse, il rentre en scène. Ils envoient la musique, tous les enfants ils commencent à danser, et mon fils, il est resté comme as. On aurait dit moi le jour de la rentrée. Mais comme as, en mode, il me fixait droit dans les yeux. En mode, est-ce que tu es fier de moi? Et là, je vois la maîtresse qui le voit pas danser. Du coup, elle décide de prendre ses mains pour le faire participer à la choré. Et lui, rien à foutre. Et moi, je suis là comme un gogol en train de filmer. Et je me dis, range le téléphone. Et fais comme si c'était pas ton fils. Voilà. Le problème, c'est que mon fils, c'était le seul asiatique de l'école. T'es cramé. Et le dernier, c'est incroyable. Le dernier vient de rentrer à l'école là, en septembre. Et son problème, c'est qu'il est très colérique. Très colérique. Il a tendance à crier, à s'énerver et à taper. Il tape tout le monde. Les autres enfants, ses copains, la maîtresse, la tsem, même nous, il nous tape et tout. Et en vrai, je me suis rendu compte que c'est pas facile d'expliquer à un enfant qui tape de pas taper sans le taper. C'est concept trop compliqué. Tu vois, parce que moi, à mon époque, si j'avais un geste un peu de travers, ma mère, elle me mettait une claque et je comprenais qu'elle me battait à la bagarre. Tu vois, c'était très simple. Le problème avec les enfants d'aujourd'hui, vu qu'on n'a plus le droit d'affaisser, rien du tout, c'est que dans leur tête, ils sont en mode... En vrai, je crois, papa, je le nique. Hein.
Je vous jure. Un jour, on était en train de faire les courses, il a piqué une colère. Et je me suis mis à son niveau et j'ai essayé de lui expliquer de se calmer et tout. Et il m'a mis une patate dans le dos. Cédric Doumbé. Oh non. Ouais. Et moi, il a fallu que je fasse genre en mode ça va, ça va. C'est rien, c'est monter sourire, c'est monter sourire. Alors que j'avais la larme de nerfs qui coulait, genre. Et je me disais, vas-y, grandis, bâtard. Grandis. Quand tu seras adulte, toi et moi, on va se battre. C'est ça qui va se passer. Et je me dis, heureusement que j'ai une fille. Heureusement que j'ai une fille pour relever un peu le QI de la famille, quoi. Vraiment, elle a 6 ans, elle est très intelligente. Elle sait lire depuis la maternelle, tu vois. Et ça faisait un moment qu'elle me demandait un lapin. Vraiment, elle me tannait pour avoir un lapin. Et un jour, je lui ai amené un lapin. Je lui ai amené un lapin et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà ma chérie, c'est ton lapin. Donc il va falloir que tu t'en occupes comme si tu étais sa maman. Okay, il va falloir que tu le nourrisses, tu le donnes à boire, tu le brosses, tu nettoies son enclos, tu changes sa litière parce que c'est ton lapin. Ok. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ok papa. Eh ben tu sais quoi? Je te le donne mon lapin. Du coup, c'est mon lapin. Et quelque part, ça m'a un peu responsabilisé. Tu vois, c'est un peu mon 4e enfant. Et des fois, c'est presque mon préféré. Je dis la vérité. Ah oui, je vous dis tout ça, mais je trouve que c'est très important de se construire une famille. Vraiment, c'est très important de se construire une famille. Je vous dis pas forcément de faire des enfants, de trouver une femme. Je vous parle d'avoir un cercle très fermé, qui peuvent compter sur toi et sur qui tu peux compter, tu vois. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années. J'ai vécu une séparation très douloureuse. Très douloureuse. J'ai vécu pendant 4 ans avec une fille et au bout de 4 ans, on a décidé de se séparer. En vrai, elle m'a quitté. Et on a fait nos vies chacun de notre côté, c'est-à-dire qu'on a rendu l'appart. Elle s'est trouvée un nouvel appart, un nouveau mec. Moi, je suis retourné vivre chez mes parents et je passais mes soirées à écouter Vita. Et chacun ses séparations. Et en vrai, 1 an plus tard, j'apprends qu'elle est enceinte. Sauf que son mec, il a pris peur et qu'il est parti. Il a disparu. Et moi, j'apprends ça. La première chose que je me dis, c'est... Ben, cher, en vrai. Ça lui apprendra de quitter un futur gagnant de l'euro-million à celle-là. Et en vrai, au fond de mon cœur, je ne pouvais pas la laisser comme ça, toute seule. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu vers elle pour l'aider à vivre une grossesse le plus normale possible. Tu vois. Je l'ai accompagnée à ses échographies, ses rendez-vous médicaux, je l'ai aidé à s'équiper pour l'arrivée du bébé. Et de fil en aiguille, on est retombé amoureux l'un de l'autre. Et j'ai pris la grande décision au final que ça allait être moi le père de cet enfant. Et cette histoire est née une adorable petite fille qui a 6 ans maintenant, qui ne me ressemble pas du tout, mais qui m'appelle papa, tu vois. Et c'est vraiment le plus important pour moi, tu vois. Et en vrai, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que ma femme, elle est franco-viette. Moi, mes parents, ils sont laotiens. Et notre fille est née. Elle est à moitié congolaise. On a failli l'appeler éternité. Je dis la vérité. Et pendant longtemps, j'appréhendais le jour où j'allais devoir tout lui raconter. Parce que je savais qu'une fois que je lui ai raconté toute l'histoire de A à Z, la première chose qu'elle allait me demander, c'est mais du coup, c'est qui Vita? Et en vrai, flemme de lui expliquer, tu vois, en fait, Vita, elle a percé grâce à Diams, que ta mère aime beaucoup d'ailleurs. Trop la flemme. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui en ai parlé. Parce qu'elle commençait à poser des questions. Okay. Je l'ai amenée au cinéma voir un film, on est parti manger un burger tous les deux. Et là, je me suis lancé, je lui ai dit, ma chérie, tu te rappelles, on t'a expliqué comment on fait les bébés? Elle m'a dit oui. J'ai dit oui. Mais en fait, le papa, il plante une graine dans le ventre de la maman, et la graine, elle grandit dans le ventre de maman, et elle se transforme en bébé, et après, elle sort du ventre de la maman. Et après, elle vit avec son papa et sa maman. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Toi, ça s'est passé différemment parce que tu es spécial, mon chéri. Okay. Toi, c'est un autre monsieur qui a porté la graine dans le ventre de maman, mais c'est moi qui étais là pour m'occuper de maman quand tu étais dans son ventre. Et c'est moi qui étais là quand tu es sorti du ventre de maman. Et c'est moi qui suis là tous les jours avec toi, à m'occuper de toi parce que je t'aime de tout mon cœur. Et c'est pour ça que c'est moi ton papa. Tu comprends? Elle m'a dit, d'accord. Je peux avoir du ketchup?
Moi, je suis en mode, c'est tout ce que ça te fait, putain. Pour moi, on m'a clairement laissé en vue, tu vois. Et ensuite, elle s'est rattrapée, tu vois. Elle m'a dit, tu sais, l'important, c'est d'aimer ses parents. Et moi, je suis très content que ça soit toi, mon papa, parce que je t'aime. Et moi, je suis en mode, waouh, faut absolument que je lui trouve un lapin. Tu vois. Et le truc, c'est que, en vrai, je remercie mes parents. Je remercie mes parents de m'avoir élevé dans le vivre ensemble, dans la tolérance, parce que ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. Moi, je suis un fils d'immigré laotien, marié à une franco-vietnamienne, converti à l'islam. Notre fille aînée, elle est à moitié congolais. Et on a un lapin qui s'appelle Kiwi. Et en vrai, s'il y a une leçon à retenir de toute cette histoire, c'est que si jamais un jour t'es perdu et que tu cherches à savoir qui est vraiment ta famille, eh bien il faut que tu te dises que ce qui compte, c'est pas ce que te dit ton sang. Ce qui est vraiment important, c'est ce que te dit ton cœur. C'était Éternité, merci à tous. Noxious. Futuristic bye. Yeah, on est. J'ai grandi dans les tours, j'ai cherché à m'envoler. Des troncs d'arbres dans les roues, des bastos dans les mollets. J'ai esquivé les coups et j'ai visé le sommet. On m'a dit de toujours tenir le coup, pas me laisser assommer. Vert, glaçon, Jack, honnet. Fer, baston, cash, monnaie. Haine, passion, rage, colère. Ma putain de vie est bien trop désordonnée. J'ai tout à prendre mais j'ai plus rien à donner. Mais comment leur dire que leur attitude me terrorise, que leur ingratitude n'a fait que nourrir mon égoïsme. Maman veut que je parte après elle et de manière héroïque. Les coups durs me laissent des séquelles, je saigne comme un hémophile. Ils veulent me cerner, je n'y arrive pas moi-même. Faut que j'oublie mes problèmes. De toute façon l'amour s'échange contre de la monnaie. J'ai tout à prendre, plus rien à donner. Honnête. Vert, glaçon, Jack, honnête. Honnête. Jack, honnête. Jack, honnête. Honnête. Vert, glaçon, Jack, honnête. Honnête. Jack, honnête. Jack, honnête. Honnête. Je passe mon temps à compter les heures, pourtant le temps nous est compté. Je pourrais partir en paix, que quand maman sera comblée. J'ai pas de mytho à raconter, j'ai quelques projets mais rien de concret. Ils ont voulu me cerner, ils pensaient me connaître mais ils se sont trompés. Mes rêves tour à tour se font plomber, mais c'est que cette colère je n'arrive plus à les dompter. Les amis, la famille qui est le plus loyal, je sais pas sur qui compter. Pas sur qui compter, qui me relèvera quand je serai tombé et qui me laissera tomber. Je sais pas sur qui compter mon frère. Mais comment leur dire que leur attitude me terrorise, que leur ingratitude n'a fait que nourrir mon égoïsme. Maman veut que je parte après elle et de manière héroïque. Les coups durs me laissent des séquelles, je saigne comme un hémophile. Ils veulent me cerner, je n'y arrive pas moi-même. Faut que j'oublie mes problèmes. De toute façon l'amour s'échange contre de la monnaie. J'ai tout à prendre, plus rien à donner. Honnête. Vert, glaçon, Jack, honnête. Honnête. Jack, honnête.
Jack, on est, faire, glaçon, Jack, on est, Jack, on est. Je n'y arrive pas moi-même.